qui était M. Wallace, secrétaire d'agriculture aux États-Unis, comme par coïncidence, et ensuite vice-président des États-Unis. Pourquoi se gêner? Et Jean-Pierre Brevoux l'expliquait, tous les agros qui ne croyaient pas à ce phénomène d'hybridité d'hétérosis, ils ont été virés et ils ont embauché des agros qui, en fait, adhéraient au dogme. Et petit à petit, on a retiré toutes les variétés de population de maïs qui ont été remplacées par des variétés hybrides F1. Peut-on croire des sélectionneurs qui un jour prétendent qu'une espèce est allogame, à savoir en pollinisation croisée, et l'autre jour autogame, à savoir en autopollinisation? En parlant de sexualité des plantes, je vais vous raconter une petite histoire. Le soja, tout le monde connaît le soja? Donc il y a quelques années en arrière, Greenpeace, etc., les écolos disaient bon, le soja transgénique c'est moins grave que le maïs transgénique, parce que tout le monde sait que le maïs en pollen, il peut aller à 1, 2, 10, 15, 20 km en fonction de l'hygrométrie et en fonction de la distance de la vitesse des vents. Pardon. Donc ils disaient ben bon, le soja c'est pas grave, c'est autogame. Et puis un jour, j'étais en train de faire une de mes éditions de bouquins, là, il y a quelques années en arrière, je vais sur Internet et je commence à étudier le soja et les processus de pollinisation chez le soja. Sachez que le soja, de 1940 à 1975, eh bien, les agronomes en Russie, en URSS et aux États-Unis essayaient de créer des hybrides F1 de soja en utilisant quoi? L'abeille comme vecteur de pollinisation croisée pour créer les hybrides F1 de soja. Et à partir de 1970, donc, ils étaient bien d'accord que le soja était allogame. À partir de 70, la littérature stipule que le soja est devenu autogame par un miracle du Saint-Esprit. Parce qu'évidemment, c'était dans l'intérêt de Monsanto, pour minimiser les dangers de contamination génétique, de prétendre que le soja était autogame. Je crois qu'on a globalement, avec l'innovation, avec les bonnes pratiques et la réglementation, 3 facteurs qui vont dans le même sens pour une utilisation qui diminue. Donc globalement, on a baissé les utilisations en France entre 1999 et 2006 de 40% en fait au niveau des volumes de principes actifs vendus chaque année en France. 40% de baisse, cela reste à vérifier. Mais M. Bocquet omet de préciser que certains produits actifs sont 100 fois plus concentrés que ceux datant de quelques années en arrière. Parler de diminution de l'utilisation des pesticides est une gigantesque arnaque. Les quantités, c'est un problème, parce qu'il y a 20 ans, il fallait donc 1 kg ou 500 grammes de matière active pour être efficace. Aujourd'hui, on a la même efficacité avec 7 grammes, 6 grammes. Donc il ne faut pas parler en quantité, en kilos, il faut parler en dose. Et les doses, elles ne diminuent pas. Les agriculteurs aujourd'hui donc raisonnent leurs interventions, c'est-à-dire qu'ils ne font plus de traitement à l'aveugle, c'est-à-dire qu'ils mettent une culture en place, donc un fruit, un légume, un champ de blé, et régulièrement ils passent dans leur champ pour voir ce qui se passe. S'il y a des mauvaises herbes qui lèvent, à ce moment-là ils mettront un herbicide. S'il y a un peu de maladie, mais pas trop, ben, ils ne traiteront pas. S'il y a quelques pucerons qui se promènent, là aussi le seuil de nuisibilité pour la culture n'est pas atteint, donc on ne traite pas. Donc de plus en plus, les traitements sont raisonnés. Précisons bien que l'agriculture raisonnée n'est qu'une variante de l'agriculture irraisonnée qui a sévi pendant 60 ans en traitant à l'aveugle, pour employer l'expression de M. Bocquet. L'agriculture raisonnée en France ne concerne que 0,1% de la surface agricole. L'association phare qui la promeut est une invention de l'UIPP datant de 1993. L'agriculture raisonnée adopta en 2007 le slogan « Avec l'agriculture raisonnée, semons la biodiversité ». Pourquoi se gêner? Les mots n'ont plus de sens, tout simplement. Et on est dans une société où, je crois, dans un monde où, à l'heure actuelle, sur le plan en tout cas des biotechnologies, les mensonges sont tellement immenses dans ce domaine-là, par rapport à la réalité, qu'ils sont obligés d'utiliser un vocabulaire qui nous empêche littéralement de prendre conscience de l'immense catastrophe qui est en gestation depuis maintenant 40 ans ou 50 ans et qui est en train de nous éclater sous le nez, là maintenant, qui est en train d'exploser. Face à la situation explosive de l'apiculture française, il semblerait que l'État soit dans tous ses états. Les molécules qui ont posé problème, le SRPV nous a répondu, nous on n'a pas de budget pour vous. On n'a plus de budget. C'était il y a 2 ans, 3 hivers, presque 3 ans. Ils nous ont dit on n'a pas de budget pour vous,
suite à des crises, des intoxications qu'on a eues, puisqu'en Rhône-Alpes, depuis 2000, on a enregistré à peu près 10 000 cas de suspicion d'intox. Donc on dit suspicion parce qu'il y en a qui sont avérés, on retrouve les molécules. D'autres, les experts ont conclu à des intoxications, et puis d'autres où on est entre deux. Donc, mais globalement, ça fait quand même des milliers de ruches. On ne va pas aller jusqu'à 10 000, mais des milliers de ruches qui sont concernées, entre fongicides, insecticides, variés, donc on a le choix. Et les services de l'État nous ont répondu, non, nous on n'a pas de possibilité de contrôle, de faire des analyses, on n'a plus le budget pour aller sur le terrain, ok. Donc c'est un gros problème parce que sans faire d'analyse, je ne vois pas ce qu'on peut trouver. Puisque si on ne peut pas chercher, on ne peut pas trouver. Donc si on ne trouve pas, tout va bien. Voilà. Quand les agriculteurs se sont aperçus qu'on avait mis le doigt où il fallait, donc sur leurs mauvaises pratiques, là ils ont généralisé le traitement pour le faire le plus rapidement possible. Donc accélération des troubles. On a prévenu la DSV, donc la direction des services vétérinaires du département, qui, en plein mois d'août, on n'a pas réussi à avoir d'agents, tout le monde était en vacances. Nous avons prévenu les services de la protection des végétaux pour qu'ils viennent faire des prélèvements, qu'ils essayent de comprendre ce qui se passait sur le terrain. Pareil, personne n'est venu. On a appris qu'ils sont venus une seule journée sur le terrain, certainement pour couvrir ce qu'ils n'ont pas fait avant, et ils n'ont pas été jusqu'au fond de leur intervention. La DSV a brillé aussi par son absence.